Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Bienvenue dans les vraies voix qui font rouler la France avec Philippe David. On est ensemble jusqu'à 20h. La marque Smart a fêté en 2023 ses 25 ans et se relance sur le marché européen avec une nouvelle gamme de véhicules 100% électriques. L'occasion de faire le point avec Cyril Bravard qui sera avec nous, CEO de Smart Automobile France SAS. Le métier Mobiliance de la semaine. Honneur aux belles anciennes ce soir avec Michel Loreille, président du métier véhicules historiques de Mobiliance. Et puis chaque année, le développeur de systèmes de navigation TomTom publie un index de circulation permettant de connaître, entre autres, les villes les plus embouteillées de France et le temps pour les automobilistes qu'ils passent, en tout cas dans les bouchons. Vincent Martinier sera avec nous, directeur de la communication de TomTom. Je vous laisse la surprise de la ville de France la plus embouteillée. Et pour finir avec de la bonne humeur, on sera avec Alexandre Després, motocycliste de la police nationale, auteur des bonnes excuses des mauvais conducteurs. Alors, on ne sait pas si les excuses sont bonnes, mais en tout cas, elles sont extrêmement drôles et les conducteurs ne sont pas tous de bonne foi, je crois qu'on peut le dire. Papier, crayon, faudra les noter. Allez, bienvenue dans les vraies voix qui font rouler la France. Les vraies voix Sud Radio. Et c'est le retour de la marque Smart sur le marché européen pour son 25e, presque 26e anniversaire. Notre invité Cyril Bravard qui est avec nous. Bonsoir, merci d'être en direct sur Sud Radio. Vous êtes CEO de la marque automobile France SAS. Donc 1997, ça ne rajeunit pas, avait été créée par Mercedes-Benz et Swatch. Cette jolie marque qui aujourd'hui sillonne nos rues, elle s'appelle Smart. Effectivement, oui. Et c'est bien que vous prononciez le mot de marque et non pas de modèle, puisque oui. le renouveau, c'est ça, hein, c'est rappeler que Smart est une marque, que la Fortwo, la micro-citadine que tout le monde connaît, est le modèle iconique de cette marque. Mais aujourd'hui, on donne des grandes sœurs à cette petite Fortwo, et c'est le propre du renouveau de cette marque cette année. Justement, tout à l'heure, on va parler des véhicules historiques de Mobiliance. Est-ce que la Smart Fortwo, c'est pas déjà, vu ce qu'elle a été innovante, un véhicule historique? Historique, je sais pas, mais une icône, c'est sûr. C'est sûr, en tous les cas pour précurseur nous. Chez côté citadin. Précurseur, ouais. Clairement. Ouais. D'ailleurs, c'est l'ADN de Smart, hein, ce côté précurseur non conventionnel. Et c'est d'ailleurs cet ADN qu'on essaie de garder. Maintenant qu'on élargit la gamme, c'est le fil rouge. Reste effectivement cet ADN non conventionnel, précurseur, urbain. Voilà, c'est clairement le but de garder cet esprit. Alors aujourd'hui, c'est une marque qui est germano-chinoise, hein, avec Mercedes-Benz et Geely. On dit Geely, c'est ça? Oui, c'est bien. On a regardé avec Philippe. Alors moi, je prononçais Geely, mais ça fait un peu chatouille. Hein. Ouais, Geely, c'est bien. On revient sur ce malus justement psychodrame, hein, chez les constructeurs et on comprend. Vous en êtes-vous par rapport à cette marque? Alors effectivement, nous, la co-entreprise, comme vous le disiez, entre Mercedes et Geely, répartit les rôles. Mercedes conçoit la voiture, c'est-à-dire fait tout le design intérieur-extérieur de la voiture. Donc elle est conçue dans les studios européens, studios de design européens. Et la voiture, elle est fabriquée par Geely en Chine. De fait, avec la nouvelle réglementation, on est exclu du bonus écologique à partir du 2024, depuis le 15 décembre 2023. C'est clairement pas une bonne nouvelle pour nous. Enfin, c'est pas forcément le coup de pouce que j'attendais pour relancer la marque. Heureusement, nos véhicules étaient déjà bien positionnés en termes de tarifs lorsqu'on les a lancés. Bien nous en a pris. Et puis, on a en plus des mesures en ce moment de remise exceptionnelle pour fêter les 25 ans. Donc tout ça nous repositionne en termes de tarifs. Mais bon, c'était clairement pas une bonne nouvelle, quoi. Alors Cyril Bravard, après Geely ou Geely, une question, parce que les modèles qu'on connaît, il y a la Fortwo, la Forfort, et maintenant là, hashtag 1, alors comment on dit hashtag 1, dièse 1, expliquez-nous. Franchement, je me fâcherai pas si vous le prononcez pas comme on le prononce nous, mais nous on dit hashtag 1 et hashtag 3, effectivement. Hashtag 1, c'est le SUV urbain qu'on a lancé l'année dernière. Là, c'est en français, l'autre en anglais, oui, l'autre voilà, en français. C'est ça, on a bien mixé, c'est le côté non conventionnel. et l'hashtag 3 qu'on vient de lancer le mois dernier, qui est donc le SUV coupé. Et ça veut dire que là, maintenant, aujourd'hui, on est en 100% électrique. Oui, depuis 2019. Ouais. Smart était la première marque en Europe à passer 100% véhicule électrique depuis 2019. Et donc on continue full électrique. Alors si je comprends bien, là parce que la hashtag 1, hashtag 1, 3 et 1, il manque un 2. Ouais, volontairement. Oui. Vous allez lui donner un scoop. On va très loin dans le mot conventionnel, j'admets. Ministre de l'Éducation nationale. Oui. Alors, comme on va prendre allemand, hashtag 2, alors ça va être la deuxième. Pourquoi pas, on va réfléchir. Non, l'hashtag 2 a été mis de côté. Pour une simple et bonne raison, c'est que la Fortwo, donc le modèle iconique, la 2 places, aura
Probablement. Pour ceux qui nous comprennent bien, Fortou, c'est la micro steady que tout le monde connaît, c'est la deux places. Voilà, exactement. Voilà. Fortou, deux places. C'est pas fourre-tout qu'on n'entend pas. Voilà, c'est Fortou. Exactement. Et donc, si toutefois, on est amené à faire une nouvelle Fortou, une nouvelle micro steady de place, elle s'appellera #2. D'accord, Voilà. c'est donc. C'est pour ça qu'on a mis de côté ce numéro. C'est le numéro fétiche. C'est un peu comme au parking, J'aime une bien place le réservée. si toutefois. Non, c'est parce que la décision n'est pas totalement prise, mais on travaille activement là-dessus parce qu'on a tous envie d'avoir un successeur à cette Fortou et d'avoir une nouvelle micro steady de place. Elle a cartonné cette voiture. On a l'impression d'en voir partout. Oui, vraiment... parce qu'on la remarque. Bah oui, bien entendu. Mais à l'époque, les Smart, vous avez dit que les nouvelles, les #1 et #3, c'est fabriqué en Chine. À l'époque, ils étaient faits à Ambach, en Lorraine. Aujourd'hui, le positionnement de la marque Smart sur le marché français, ça va être quoi? Ça reste une marque européenne. Il se trouve que c'est le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que cette marque était designée, conçue en Europe et fabriquée en Chine pour simplement une raison, c'est que ça nous permettait d'avoir accès aux technologies de Geely qui en électrique sont très performantes. Ça nous permet d'avoir 455 km d'autonomie, donc ce qui n'est pas rien pour un véhicule urbain. Enfin, en tous les cas, ça suffit pour les déplacements du quotidien. Oui, c'est beaucoup. Et mieux que l'autonomie, j'ai envie de dire, ça permet de recharger extrêmement rapidement, parce que tous ceux qui roulent en électrique vous le diront, aussi important, voire plus important que l'autonomie, c'est la capacité à recharger vite pour pas avoir des temps d'arrêt trop importants. Donc là, on récupère jusqu'à 80% de l'autonomie en moins de 30 minutes. Donc voilà, tout ça, c'est aussi grâce à ce partenariat avec Geely. Donc le positionnement est très clair, marque européenne, avec effectivement aujourd'hui une fabrication en Chine, qui nous permet d'élargir, d'avoir une vraie photo de famille, alors qu'avant, Smart, c'était un modèle. Aujourd'hui, c'est au moins 3 modèles et avec des grandes sœurs, donc une vraie photo de famille. C'est ça le positionnement, d'aller chercher des segments nouveaux, plus larges et pas que des niches comme celle de la micro citadine qu'on connaissait. Alors la Smart du début, la première génération, c'était une voiture plutôt pratique. Il n'y avait pas grand-chose à l'intérieur. Aujourd'hui, ce sont plus des voitures à vivre, où on téléphone, où on écoute de la musique. Est-ce qu'en matière de technologie, puisqu'il y a un mariage chinois, elles sont bardées de technologie? Oui, on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'elles sont extrêmement connectées. C'est un des côtés de l'ADN de Smart. D'ailleurs, on a très récemment, lors des Automobile Awards, on a eu cette distinction de véhicule le meilleur véhicule, le plus connecté. Donc oui, effectivement, ça fait partie de ce qui caractérise cette nouvelle génération de véhicules, très clairement. Et c'est un enjeu, c'est ce qu'attendent vos clients, j'imagine. Clairement, c'est qu'il n'y ait pas de rupture entre l'utilisateur, son smartphone et sa voiture. Voilà. Ce qui a souvent marqué les gens qui voyaient des Smart dans les rues ou garés, c'est que c'était souvent des femmes qui les conduisaient. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ces modèles-là, vous allez toujours cibler autant la clientèle féminine ? Je pense elle clairement. Peut-être ciblée elle-même, toute seule. Oui. En fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est pas une décision, c'est plutôt un constat. Alors, on est sur les 6 premiers mois là de commercialisation de l'H1 et l'H3, ça fait 1 mois, donc c'est vraiment trop récent pour dire. Mais on voit bien que sur l'H1, qui est donc le SUV un peu rond, avec des formes assez rondes, on se rend compte qu'il y a beaucoup utilisatrices, donc conductrices féminines. Sur l'H3, qui est plus SUV coupé, un peu plus dynamique, je pense qu'on aura un peu plus d'hommes. Mais franchement, c'est pas le but recherché, c'est plus de l'ordre du constat, mais même si c'est un peu tôt pour le dire. Tout dépend du nombre d'enfants, on verra. Est-ce qu'il y a de la folie dans le choix des couleurs? Est-ce que finalement on se dit que parce que ça c'est très à la mode aussi de dire que finalement ça devient le reflet de sa personnalité, sa voiture. Oui. Extérieur et intérieur, j'ai envie de dire. Alors la folie, je sais pas, en tout cas une folie mesurée, mais oui, il y a des choix de couleurs chez Smart qui sont un peu tranchées, on va dire. Vous pouvez avoir des couleurs qui se voient bien. Et à l'intérieur également, il y a des bandeaux lumineux à l'intérieur que vous pouvez faire varier, choisir. Il y a des multitudes de combinaisons de couleurs. Donc oui, il y a matière à personnaliser fortement son véhicule en fonction de son humeur, de son mode de conduite, du jour. On parle souvent des consommateurs, les particuliers, monsieur et madame tout le monde qui achètent une voiture ou en leasing ou en achat, etc. Vous visez également le marché des flottes qui est quand même très important pour les constructeurs. Très clairement. Ça par contre, oui, effectivement, ça fait partie des objectifs de pénétrer sur les parcs
automobiles, des entreprises, clients, des clients loueurs, entreprises, etc. Oui, loueurs, principalement entreprises, puisque en fait ces entreprises effectivement vont faire appel à des loueurs. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller voir ces clients, ces utilisateurs finaux, ces entreprises, pour les convaincre que notre voiture a une place dans leur parc. Un parc décarboné, puisque 100% électrique, avec des fonctions de car sharing. Notre véhicule peut être prêté grâce à une clé digitale. Le partage de voitures, car sharing. Exactement, oui, pardon, oui, c'est entre collaborateurs. C'était pas passé au Karcher, c'était. Effectivement. Donc vous voulez dire entre les collaborateurs, c'est ça? Exactement, oui. Pour pouvoir se prêter la voiture entre collaborateurs, pour éviter de mobiliser une voiture par collaborateur, mais parce qu'on n'utilise pas sa voiture au quotidien, donc évidemment de pouvoir optimiser l'usage de cette voiture, ça fait partie des grandes tendances, et nous on accompagne ça avec puissance. Avec des partenariats sur des bornes électriques, parce que c'est toujours encore le grand sujet aujourd'hui. Alors on a un partenaire pour l'achat de bornes d'équipements à domicile qui est ABB, qui est bien connu sur le marché. Et en termes toutes les véhicules que nous vendons, que nous livrons, sont fournis avec une carte de recharge qui permet d'accéder à 99% des bornes publiques. D'accord, ça c'est plutôt cool. On a tous connu ceux qui étions qui avions plus de 10 ans, il y a 25 ans, quand Smart est né, les tours avec les Smart pour les vendre chez les concessionnaires. La distribution maintenant, ça se passe comment chez Smart? Alors c'est une très bonne question, parce que ça aussi c'est pas très conventionnel. C'est ma seule de l'année, vous êtes bien tombé. Mais je vous rappelle que c'est moi qui l'ai écrite, vous vantez pas trop non plus. Donc je vais répondre avec plaisir, en plus. C'est le côté non conventionnel aussi, c'est-à-dire que on laisse le choix au client. C'est-à-dire que le client a la possibilité d'acheter son véhicule 100% online. Il peut le configurer, il peut l'acheter, il peut même le louer, faire une demande de location longue durée online, sans jamais, s'il veut, sans jamais aller voir un concessionnaire. A contrario, il peut tout faire chez un concessionnaire. Ou il peut commencer chez le concessionnaire, essayer la voiture et finir l'achat chez lui. Ou inversement, commencer chez lui, finir chez le concessionnaire. C'est l'avantage de notre système. On s'appuie à la fois sur une plateforme de vente qui est donc totalement autonome, je le disais, on peut aller jusqu'à l'achat total, et à la fois sur un réseau dense de 50 points de vente, qui sont des concessionnaires qui connaissent bien la marque, un concessionnaire Smart, Mercedes et Smart, et donc qui sont là pour répondre à toutes les questions des clients et surtout leur faire essayer la voiture. Petite question, mais ça c'est totalement... pourquoi avoir laissé le S en minuscule maintenant? Quelle différence? C'est le côté non conventionnel. On va faire comme tout le monde. Tout est en minuscule. Même la première lettre de Smart, elle est en minuscule. Il n'y a pas de justification. On passe de la majuscule à la minuscule, on ne sait pas pourquoi. Non, c'est tout en minuscule. Très bien. Merci en tout cas d'avoir... C'est quand même très smart. été avec nous. Cyril Bravard, CEO de Smart Automobile France SAS. C'est vrai qu'on vous incite toujours, quand on accueille un constructeur, à aller voir sur les sites internet, parce que il déborde quand même d'idées, et ça devient assez spectaculaire. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Comme ça, on se tient au courant. Ah ouais. Je suis pas sûr qu'on la garde celle-là. Merci en tout cas pour rester avec nous dans un instant. Le métier Mobiliance de la semaine. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Les vraies voix qui font rouler la France avec Philippe David, et on est ensemble jusqu'à 20h. Le métier Mobiliance de la semaine. C'est honneur aux belles anciennes voitures ce soir. Michel Loreille est avec nous, président du métier véhicule historique de Mobiliance. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Belle mécanique, les vieilles voitures. Oui, effectivement. Et en plus, c'est toujours à la mode, c'est ça qui est amusant. Absolument. Parce que plus on avance dans la technologie, plus les gens sont amoureux des vieilles autos. Alors, un projet de loi sénatorial envisageait d'autoriser les voitures de collection à circuler dans toutes les ZFE, les fameuses zones à faible émission, car c'est pas le cas actuellement. Alors, c'est un petit peu compliqué, c'est-à-dire que c'était le cas. Il y avait un sénateur qui s'appelait le sénateur Moga, qui avait fait passer une loi au Sénat. On devait passer un texte de loi à l'Assemblée nationale. Ça avait été traité avec Monsieur Emmanuel Djebari et Madame Pompili. Malheureusement, on est passé au gouvernement 2 de Monsieur Macron, et on n'a pas eu trop de suite avec le nouveau ministre des Transports.
Et là, vous le savez, ça va encore changer. Oui. Pas à l'heure qu'il est, ça risque de changer. Donc effectivement, il y a un petit coup de frein là. Alors on n'a toujours pas son nom d'ailleurs. On voit les infos qui tournent, on peut pas encore vous le donner. Ouais. Peut-être d'ici la fin de l'interview, mais on en saura plus tard. Et vous demandez aussi, ce qui est important, le maintien des formations spécifiques du métier de véhicule historique, notamment sur des certificats de qualification professionnelle. Aujourd'hui, on en est où ? Alors aujourd'hui, on a 8 centres qui ont été mis en place, ce qui représente un total de 205 étudiants quand même qui ont été diplômés. Et c'est même plutôt bien, sachant qu'aujourd'hui, il y a une différence qui se fait entre la mécanique classique et la mécanique moderne. On est exactement dans le même problème que l'imprimerie, c'est-à-dire que les bases sont les mêmes, mais maintenant il y a des assistances électroniques. Et les jeunes qui sortent des écoles, aujourd'hui, ils savent régler une injection électronique, mais ils savent absolument pas régler un carburateur. Et alors la tôlerie, c'est une catastrophe puisque on a corrigé le tir parce que depuis, on va dire 5-6 ans, on voyait un petit peu toutes les voitures partir dans les pays de l'Est où il y avait encore des ateliers de forme. Et aujourd'hui, on a renversé la vapeur et on a à nouveau, grâce à ces CQP, des tôliers formeurs qui sont capables de vous faire une aile d'une voiture ancienne à partir d'une simple feuille de tôle. Le véhicule historique, c'est à peu près combien d'unités en France ? Est-ce qu'on a un chiffre ? Alors oui, c'est assez compliqué. On considère qu'il y a 2 millions de véhicules historiques en France. Quand même. Ce qui est quand même un joli nombre. Et ce serait réparti sur à peu près 400 000 propriétaires. Voilà. Sachant que vous avez le collectionneur qui a qu'une voiture et vous avez le collectionneur qui a énormément de voitures. L'ennui, c'est que dès qu'il a énormément de voitures, elles roulent pas. C'est-à-dire que vous en avez une ou deux qui roulent et les autres, elles sont dans le fond du garage. Donc, si on décrypte, un véhicule historique, c'est la même chose qu'un véhicule de collection, c'est ça ? Alors ça, c'est compliqué. C'est des appellations qui changent suivant les modes. Un véhicule ancien, juridiquement, vis-à-vis de l'État, c'est un véhicule qui a 30 ans. Donc, un véhicule qui a plus de 30 ans, il est considéré comme collection. Au niveau du fisc, au niveau de la réglementation, code de la route et tout ce qui suit. Voilà. Et un véhicule historique, si on prend la définition pure et dure, c'est un véhicule qui a une histoire. Alors, c'est très compliqué parce qu'une 4 chevaux, c'est une histoire, bien sûr. C'est l'après-guerre, les premières voitures populaires. Et puis, une Ferrari GTO, bien sûr, c'est une histoire parce qu'il y en a eu 36. Et puis, dès qu'elles sont arrivées sur le marché, elles ont tout gagné. Donc, la définition véhicule de collection et véhicule historique, c'est un petit peu compliqué quand même. Ouais. Est-ce qu'il faut faire attention, parce que ça c'est un métier aussi important, aux faux professionnels, parce que tout le monde peut se déclarer justement mécanicien et sans certification. Alors ça, c'est ce qui est arrivé très très vite. Bon, vous le savez, il y a un engouement pour la voiture ancienne. Il suffit de voir les salons. Donc, on va parler du premier qui est Rétromobile, qui a une affluence extraordinaire d'année en année. Qui démarre le 31 janvier, d'ailleurs. Voilà, et qui est considéré, il faut être honnête, comme le plus grand salon européen. Un petit peu en concurrence avec Essen, qui est plus grand, mais qui est pas aussi qualitatif. Et puis, les salons régionaux, comme vous avez maintenant à Lyon, avec Epoch Auto ou à Avignon. Donc, il y a un engouement énorme. Et il y a énormément de gens qui sont persuadés qu'ils vont faire fortune avec la voiture ancienne. Et là, on commence à tomber un petit peu dans les plaisanteries. Je vais vous donner un exemple tout simple, sans critiquer certaines émissions de télévision. Vous avez des gens qui vont vous faire la réparation d'un train avant, qui vont vous sortir un demi-train, qui vont sortir une bombe de peinture, qui vont repeindre le demi-train et le remonter. Ça se passe pas comme ça dans la restauration. Dans la restauration, c'est démonté, c'est traité, ça peut être passé à l'époxy. Donc c'est pas tout à fait le même prix, si vous voyez ce que je veux dire. Or, une voiture ancienne, malheureusement, aujourd'hui, ça coûte cher. Parce que ce sont des heures et des heures et des heures. Voilà. Merci beaucoup en tout cas Michel L'Oreillette d'avoir été avec nous, un président du métier véhicule historique de Mobilian. C'est un métier passionnant il y a une grande filière qui s'ouvre justement dans ces métiers. Et je crois que Sud Radio devrait être présent à Rétromobile avec Jean-Luc Moreau et Laurence Perroux, à mon avis. Absolument. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous restez. Dans un instant, on va vous parler de ce système de navigation, un TomTom, qui finalement s'est posé la question, quelles sont les voitures, pas les voitures, les
les villes de France les plus embouteillées. And the loser is. On vous le dira. On fait une petite pause. On revient dans un instant. Et encore faudrait-il pouvoir rouler. C'est ça le problème. En tout cas, avec Philippe David, on est ensemble jusqu'à 20h. Le remaniement devrait tomber dans pas longtemps. On vous fera un petit point avec Jean-Marie Bordry qui sera avec nous en direct. Chaque année, le développeur de systèmes de navigation TomTom publie un index de circulation permettant de connaître, entre autres, les villes les plus embouteillées de France. Et la sentence va tomber avec Vincent Martinier qui est avec nous, directeur de la communication de TomTom. Bonsoir, merci d'être avec nous. Nous avons gardé le suspense. Avant d'annoncer forcément les villes, comment procédez-vous? Ce qui est important. Alors aujourd'hui, TomTom, on est présent avec beaucoup de constructeurs automobiles. Nos solutions sont présentes chez les plus grands fabricants de constructeurs automobiles, mais aussi dans les applications téléphoniques. On fournit nos cartographies à un très grand nombre de fabricants et de constructeurs. Et avec toutes ces données de véhicules qui roulent, on regarde un petit peu, on prend la température de la congestion dans toutes les villes du monde, c'est-à-dire qu'on regarde tous les temps de parcours sur des millions de kilomètres parcourus par an dans toutes les villes du monde. On regarde à quelle vitesse roulent les gens. Donc, ce sont vraiment des données réelles de la vitesse à laquelle roulent les gens. On prend l'ensemble d'un territoire, on regarde les millions de kilomètres parcourus, on divise par le nombre de secondes et ça nous donne des temps de parcours. Et à partir d'un temps de parcours au kilomètre, on se dit combien de temps prend un automobiliste à Paris, à Lyon, à Bordeaux ou à Lima ou à Londres pour faire 1 kilomètre, et on prend, pour que ça soit plus facile et plus représentatif, on prend sur un trajet de 10 kilomètres parce que ça parle aux gens, et là on regarde combien de temps il faut pour parcourir un trajet type de 10 kilomètres à Paris, à Londres, à Bordeaux, et on compare quelle est la ville la plus rapide, quelle est la ville la plus lente, et quelle est la ville aussi dans laquelle il y a le plus de bouchons. Alors Paris, pas de surprise, the winner is, ou plutôt the loser is. Paris, on est passé dans la capitale de 109 heures perdues à 120 heures perdues en un an. C'est juste l'effet travaux des Jeux Olympiques, ou c'est, vous me passerez l'expression, l'emmerdomètre des automobilistes qui est monté? Oui, alors évidemment, il y a plusieurs facteurs qui vont jouer lorsque les vitesses changent et lorsque l'on perd du temps. Alors, je parlais tout d'abord de la vitesse moyenne à laquelle on roule. Il faut bien comprendre que plusieurs facteurs jouent. Oui. Il y a d'abord ce qu'on va appeler les facteurs statiques. C'est la configuration même du réseau routier dans la ville. C'est combien il y a de feux, combien il y a de voies rapides ou de voies lentes, et quelle est la largeur de ces voies, et puis quelle est la vitesse maximale à laquelle on peut rouler. Et avec tout ça, même quand il n'y a pas de trafic, finalement, on a une vitesse moyenne, et elle va différer selon finalement de ville en ville, parce qu'il y a des villes où ça roule mieux de façon naturelle, parce qu'elles sont mieux équipées dans leur infrastructure, et puis il y a des villes dans lesquelles, en fait, on roule mal parce qu'elles n'ont pas été conçues. On pense, les villes américaines, ça roule finalement très bien, ce sont des larges voies, ça roule très bien. Et puis Londres, qui est au niveau mondial, la ville dans laquelle on roule le moins vite, parce que c'est une ville qui n'a pas été conçue au 19e siècle pour finalement absorber autant de voitures que ça. Et Paris, c'est un petit peu la même chose. C'est pas une ville qui a été à la base conçue pour rouler vite. Et puis les modifications structurelles qui ont été faites ces dernières années, on a supprimé des voies, on a réduit des voies, on a créé plus de voies vélo, plus de voies bus. Bon, c'est très bien d'une certaine façon, mais d'une autre façon, évidemment, ça veut dire que la réduction des voies va faire qu'on va rouler moins vite. Et puis, on est passé aussi à 30 km/h sur beaucoup d'axes. Donc, aujourd'hui, finalement, il n'y a plus que le périphérique sur lequel on peut rouler un peu plus vite. Et ça explique que Paris, la vitesse se réduit d'année en année. Et puis, évidemment, la couche additionnelle qui vient sur ces facteurs que je décrivais qui sont statiques, sur les facteurs dits dynamiques, c'est-à-dire les bouchons qui sont liés au surplus de voitures, qui sont liés aussi à la météo. On l'a vu ces derniers jours, dès qu'il va commencer à neiger, où les gens vont par définition rouler moins vite, et ça va créer beaucoup de bouchons. Et puis c'est ça parfois les manifestations sociales et autres qui vont faire que ça va boucher. Est-ce que par rapport aux autres années, alors j'imagine que Paris était quand même en tête de liste, mais est-ce que le temps passé en voiture s'est largement étendu en fait?
En fait, on a réellement constaté ces 3-4 dernières années un vrai changement, puisque il y a eu le avant Covid, le après Covid. Oui. Donc en 2019, ça roulait très très mal. Ça, on était arrivé à des temps de parcours, des temps de bouchons qui étaient au sommet. Et puis 2020, le Covid. Et finalement, c'était génial. Moi, j'ai adoré. Alors tout à coup, il n'y a plus de bouchons du tout pendant quelques mois. Et puis, on a changé nos comportements, c'est-à-dire qu'on est revenu à finalement, on a essayé de changer. On s'est dit, il faudrait plus télétravailler, il faudrait plus aménager nos temps de déplacement, ne plus partir aux heures de pointe, mais partir à des horaires décalés. Donc tout ça, ça a finalement assez bien marché en 2020, 2021, mais progressivement. Parce que d'une part, on a repris peut-être, nous, automobilistes, certaines mauvaises habitudes. D'autre part, parce que les entreprises nous demandent un peu plus souvent aussi de revenir au travail. Ça se voit de plus en plus. Tout ça fait que on revient à des horaires de pointe qui sont de plus en plus bouchés. Et pendant ce temps-là, les villes, depuis 2020, on l'a dit, elles ont changé, elles se sont modifiées. Il y a une ville qui a évolué, mais pas en bien. C'est Bordeaux qui passe à la deuxième marche du podium. C'est une ville que je connais très bien, qui a un très bon périphérique, qui fait vraiment tout le tour de la ville. Il y a certaines villes où le périph' n'était pas toujours fini. Comment expliquer qu'aujourd'hui Bordeaux roule aussi mal que Paris ? Ouais, ce sont exactement les mêmes temps de parcours. Ah oui, à la seconde près. C'est-à-dire que sur l'année 2023, donc je vous disais, on regarde combien de temps il faut pour parcourir. Donc là, vraiment, encore une fois, c'est pas basé sur les vitesses ou les limitations de vitesse ou n'importe. Ce sont basés sur des millions d'automobilistes qui roulent. Et on regarde combien de temps ils ont fait. Il faut 26 minutes 30 en moyenne en 2023 pour faire 10 km dans Paris. Il faut également 26 minutes 30, on est sur les mêmes temps, pour faire 10 km dans Bordeaux. Et c'est une situation qui est à peu près, qui a pas beaucoup bougé non plus sur cette année. La différence, c'est que la partie dans ces 26 minutes 30 qui est vraiment liée au bouchon à Paris, elle est de 8 minutes 50. Donc, dans les 26 minutes 30 en moyenne, il y a 8 minutes 50 qui ne sont dues qu'au bouchon à Paris. À Bordeaux, c'est 8 minutes. Ça veut dire qu'en fait, Bordeaux est une ville qui roule encore un peu moins bien que Paris, même lorsqu'il n'y a pas de bouchon finalement, parce que l'infrastructure veut que ça roule un peu moins bien. Je pense à une autre ville aussi qui a remonté un peu dans le classement, c'est Nancy par exemple, qui se retrouve finalement, c'est paradoxalement, dans des hauts classements, mais c'est pareil. Alors là, on a changé les vitesses, on est passé à 30 km/h partout depuis 1 an et demi, 2 ans. Donc évidemment, dès qu'on va changer la vitesse, dès qu'on passe à 30 km/h, ça va créer un ralentissement automatique, c'est-à-dire qu'on peut rouler un peu moins vite. Moi, je suis curieux de voir, on se parle de Paris, forcément, qui a un axe, finalement... Vivement les Jeux Olympiques. Et voilà. C'est-à-dire que aujourd'hui, qu'on le critique ou pas, c'est la route la plus empruntée en Europe. On parle de jusqu'à 1 million d'automobilistes par jour qui empruntent le périphérique. Mais malgré tout, c'est un axe stratégique pour se déplacer. Mais aujourd'hui, il est sur 3 voies, il roule à 70 km/h. On parle de le passer à 50 km/h sur 2 voies. Ça va vouloir automatiquement dire que la vitesse moyenne à Paris va sûrement encore baisser dans les mois et les années qui viennent. Est-ce qu'il y a dans les villes de France, j'imagine que non, autant de mobilités différentes aujourd'hui qui ralentissent aussi, parce que il n'y a pas de fluidité, c'est-à-dire que entre les vélos, les motos, les scooters, les voitures, les camions, enfin voilà, donc effectivement il y a une espèce de concentration de multi-mobilité qui fait que ça ne peut qu'être pire en pire. Aujourd'hui, vous savez, les villes le disent, elles veulent modifier, elles veulent changer la façon dont on se déplace en ville pour des raisons que l'on connaît. C'est souvent, d'une part, elles ont voulu faire baisser la limitation de vitesse souvent à 30 km/h, et ça c'est un mouvement de fond qui va s'étendre à toutes les villes, qui s'étend dans toutes les villes d'Europe aujourd'hui, parce que c'est en termes d'accidentologie, un accident à 30 km/h aura a priori moins de conséquences que sur un piéton, sur un vélo, et donc n'aura pas de conséquences fatales. Et ça on le voit dans certains pays du Nord, effectivement la mortalité a baissé. Donc aujourd'hui les villes veulent faire baisser
d'une part la vitesse moyenne, et donc ça va impacter la vitesse à laquelle on se déplace. Et puis vous l'avez dit, et effectivement on l'a vu pour les Parisiens chez nous, mais c'est vrai dans toutes les villes de France. Bien sûr. On a agrandi les voies pour les bus, on a agrandi les voies pour vélo pour laisser place à d'autres types de mobilité que les villes veulent encourager. Ça veut dire que forcément on va réduire la place pour la voiture. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup Vincent Martinier d'avoir été avec nous, directeur de la communication de TomTom. Vivement l'année prochaine, j'espère que vous viendrez avec des bonnes nouvelles. Merci en tout cas. Allez, vous restez avec nous dans un instant. On est toujours en direct, bien entendu, à l'attente de cette liste définitive du gouvernement. Jean-Marie Bordry sera avec nous, bien entendu, aux aguets en direct jusqu'à 20h. On vous donne les informations au fur et à mesure. Dans un instant, on va vous donner les bonnes excuses et les mauvaises excuses des conducteurs. C'est un policier qui est avec nous, qui les a répertoriées depuis 10 ans. Allez, à tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Bienvenue dans les vraies voix qui font rouler la France avec Philippe David. On est ensemble jusqu'à 20h avec Jean-Marie Bordry en réserve pour vous donner. Prêt. On attend encore les annonces. Et vous annoncer. La fumée blanche n'est pas sortie. Et comme vous êtes comme nous de mauvaise foi, vous avez certainement croisé des policiers où vous êtes dit excusez-moi, au moment où je passais le feu rouge, il n'y avait pas de feu rouge, donc je suis désolé. Si vous l'avez vu, monsieur l'agent, moi je ne l'ai pas vu. Alexandre Després est avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes motocycliste de la police nationale et auteur de ce livre Bonnes excuses des mauvais conducteurs au Cherche Midi. Merci d'être avec nous. Je le disais, c'est 10 ans de mauvaise foi. Ça continue, hein. ça continue chaque jour. Il suffit d'arrêter, 10 automobilistes en infraction et de poser des questions ouvertes. Vous pouvez être sûr que vous avez des messages et des réponses fabuleuses. Attendez. Qui sont les plus de mauvaise foi? Autant les hommes que les femmes. Non, il y a le même ratio. Hein. Faut pas croire parce qu'on est une femme qu'on est de meilleure foi. Non, on peut avoir plus d'imagination plausible. C'est ça que je veux dire. C'est plus fin, c'est différent. Alors, parmi les excuses fabuleuses concernant le bœuf bourguignon, qui ne fait d'ailleurs pas partie des substances détectées quand on cherche quelque chose chez un automobiliste. Et là, quand même, ce qu'a dit cet automobiliste, c'est fabuleux. Après, il y en a... Un contrôle d'alcoolémie, et dit, mais si je suis positif, c'est parce qu'il y avait du vin dans le bœuf bourguignon. Tout à fait. Alors, sur l'alcoolémie, on en a plein. On a le monsieur aussi qui a laissé tremper son dentier dans une solution alcoolique et qui nous dit, de toute façon, si je suis positif, c'est parce que j'ai laissé toute la nuit mon dentier dans une solution alcoolique. C'est génial. Ou les petits chocolats avec l'alcool à l'intérieur, sans citer de marque. Oui. Il dit, j'en ai trop mangé, donc c'est pour ça que je suis positif. D'accord. Donc, ça, pendant plusieurs années, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez contrôlé ou vous avez noté tout. Exactement. En fait, tous les automobilistes ne sont pas dans ce livre, sinon on aurait des tomes énormes. Et puis heureusement, il y a des automobilistes de bonne foi qui reconnaissent leur infraction, et Dieu merci, parce que c'est agréable de tomber sur quelqu'un qui reconnaît sa boulette, on va dire. En revanche, c'est vrai que en posant des questions ouvertes aux automobilistes, en leur citant l'infraction qu'ils venaient de commettre, ils n'ont pas le temps de tourner 7 fois leur langue dans leur bouche. On a des champions, on a des comédiens, on a des menteurs, on a des gens qui disent une excuse et puis derrière il y a l'enfant qui va vous dire la vérité à haute voix. Sale gosse. C'est très très drôle en fait. Est-ce que ça vous est arrivé d'avoir des fous rires? Parce que franchement, ce qu'on lit là, et on se dit qu'on est face à la personne et que l'infraction n'est pas si grave que ça. C'est une infraction, mais elle n'est pas si dangereuse que ça. Une fois, je me souviens effectivement, c'était dans le 93, rue du Landy. Je m'en souviens, pas très loin du Stade de France. On arrête un monsieur puisqu'à la base, il roule avec son téléphone portable. Et on s'approche de la voiture, on constate qu'elle n'est pas assurée et qu'il n'y a plus de contrôle technique depuis 4 ans. Donc je lui pose la question, il me dit pour le contrôle technique, j'allais au contrôle technique, juste là, en face. Et pour l'assurance, normalement, ma femme, elle est partie ce matin. Donc j'ai trouvé ça très drôle. Donc je suis allé voir mon équipier et je lui ai dit, viens voir, on va reposer les mêmes questions, monsieur, pour voir s'il a un peu changé son... Et non, et on lui repose les mêmes questions, il nous dit les mêmes réponses. Droit dans ses bottes. Il y en a une fabuleuse, lors d'un contrôle routier, nous faisons souffler un automobiliste. Son taux délictuel nous dit alors, je sors d'un pot de départ. Vous, un pot de départ de mutation, de retraite? Non, de mon dernier jour chez les alcooliques anonymes. Celle-là, elle est quand même fabuleuse. Fallait pas la sortir, mais il l'a sorti. Donc c'était vrai. On est tombé sur le bon numéro là, sur là, ouais. Combien de contrôles en moyenne quand on est finalement au travail et qu'on est en fait,
mobile de la police. Ouais, tout dépend en fait des missions, puisque on peut très bien être en patrouille et d'un seul coup on est appelé pour une escorte SAMU. Donc là on sort de notre mission de première de surveillance. Après il peut y avoir aussi des points fixes où on va poser le pied à terre, on met la moto sur la béquille et là on va contrôler pendant 1 heure ou 2 heures un quartier, enfin sur un segment de route, un carrefour. Mais après, tout dépend des journées. Il peut y en avoir une dizaine. Après, ce sont quoi? Ce sont, c'est au doigt mouillé. Ce sont, on arrête parce qu'on se dit que le comportement de la personne est un peu bizarre. Après, ce sont des feux rouges. Ce sont quoi? Des demi-tours dans des endroits. Des clignotants pas mis. Un monsieur qu'on suivait, il met pas son clignotant 1 fois, il met pas son clignotant 2 fois. 3e fois, on l'arrête. Vous pensez peut-être un jour mettre votre clignotant, monsieur. Il dit de toute façon, ça ne regarde personne là où je vais. Ok. J'adore. Il y en a une autre qui est quand même très bonne. C'est une femme qui franchit une ligne blanche continue. Vous lui faites la remarque, elle dit mais moi je peux pas regarder conduire et regarder la terre en même temps. Je peux pas conduire et regarder par terre. Ouais. Mais c'est de la bonne foi. C'est vrai que quand on conduit, on est la route c'est par terre quand même quand on conduit. Il y a une autre qui nous avait dit de toute façon elle est pas blanche, la ligne elle était grise. Ah oui, voilà. oui. Bon, c'est pas pareil. Voilà. Vous me demandez, vous me parlez d'une ligne blanche, elle est pas blanche, elle est grise, elle a raison. Ça c'est de la bonne foi. Il y a un monsieur qui dit arrangez-vous pour que la photo soit nette quand il se fait prendre au radar. Les copains ne me croient pas quand je dis que je roule à 195 chrono. Ouais, il y a des gens qui sont très sympas. Il y a une dame, je me souviens, elle m'avait raconté qu'elle s'était fait arrêter sur la commune de Rouen en excès de vitesse. Et pendant à la laisse-faire verbalisée, elle demande au policier « Excusez-moi, monsieur l'agent, est-ce que vous pouvez me donner votre prénom ?» Alors l'agent, il est un petit peu interloqué. « Pourquoi vous voulez mon prénom ?» Elle dit « Ça fait 25 ans que je conduis. J'ai jamais été verbalisé. J'aimerais bien connaître le premier policier qui va me verbaliser. » Ah oui, c'est joli. C'est vrai qu'il y a des gens depuis des années. Là, c'est les dom-toms. Ce policier explique que la loi française s'applique aussi en métropole jusqu'au dom-tom. Et ce jeune homme qui n'a pas l'air de comprendre, vous savez ce que c'est les dom-toms? Il répond oui, c'est le GPS. C'est assez drôle. J'en ai une autre qui est fabuleuse par quelqu'un qui a grillé un feu rouge. Oui, alors là, celle-là, elle est fabuleuse. Celui qui explique que les autres, allez-y, parce que c'est tellement drôle. Alors oui, donc moi alors il reconnaît l'infraction. Il avait grillé un feu rouge à petite vitesse. Voilà, il dit moi je roulais doucement et puis il nous montre du doigt, il nous désigne les automobilistes, mais il a dit regardez, eux le grillent mais beaucoup plus vite. Voilà, il se dédouane complètement. C'est le côté latin du français. Et puis une autre petite sympathique, monsieur l'agent, je vous jure sur la tête du code de la route, j'ai pas vu le feu rouge. Ouais, là, c'est dans les cités. C'est magique. On est dans les cités. Mais on a quand même un petit peu de compassion en fait pour tous ces gens. C'est difficile d'être un policier toujours très très rigide. Oui, on est un peu psychologue. On pose une question, on doit juger. Est-ce que l'automobiliste est coutumier de ce genre de comportement ou est-ce que c'est une faute d'inattention? Et ça peut arriver à tout le monde, une faute d'inattention. Donc à nous de faire preuve de discernement. En tout cas, on peut se le procurer par où? C'est Cherche Midi. C'est Alexandre Després qui était avec nous. Bonnes excuses et mauvais conducteurs. Il est encore en vente un peu partout. Il cartonne. Ça cartonne. Ça marche bien, très bien. Et lisez ce livre. Ça se trouve, vous allez vous retrouver dedans. Merci beaucoup, d'avoir été avec nous. Et on part directement avec Jean-Marie Bordry qui est avec nous. Bonsoir. À l'Élysée avec Jean-Marie Bordry, avec ce gouvernement qui ça devrait tomber. Mais qui vient d'être annoncé tout simplement par le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler. Je vais vous donner la liste des noms des ministres dans l'ordre dans lequel ils ont été annoncés parce qu'il y a une préséance qui est importante. Il reste, c'est Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances. Il reste également Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Elle vient de la droite, elle aurait pu être première ministre. C'est Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Elle est promue pour sa part Amélie Oudéa-Castéra, ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse et des Sports, ce dont elle était déjà ministre. On a Marc Fesneau qui est ministre de l'Agriculture, confirmé. L'autre surprise, on la sentait venir, on l'avait annoncé, c'est Rachida Dati, la patronne de la droite parisienne, qui est donc bel et bien ministre de la Culture. Un autre homme reste ministre des Armées, c'est Sébastien Lecornu. Éric Dupond-Moretti reste ministre de la Justice. Celui
celui qui entre au Quai d'Orsay, c'est Stéphane Séjourné, ministre des Affaires étrangères et de l'Europe. Christophe Béchu, pour sa part, reste ministre de la Transition écologique. Et puis tiens, celle qui avait présenté sa démission mais qui a été retirée, rappelez-vous, c'était Sylvie Retailleau. Et ben, elle reste ministre de l'Enseignement supérieur, en tout cas. On va aussi vous présenter les 3 ministres délégués. D'abord, la porte-parole du gouvernement, ce sera Prisca Thévenot, ancienne porte-parole de La République En Marche. Une nouvelle entrante également, qui venait à l'époque de la droite, c'est Marie Lebec, ministre des Relations avec le Parlement. Et puis enfin, on l'a beaucoup cité, c'est ici qu'elle atterrit, c'est Aurore Berger, ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Voici pour ce gouvernement qui penche manifestement un tout petit peu plus à droite, en tout cas, qu'il n'y penchait auparavant. Merci beaucoup Jean-Marie Bordry, merci beaucoup en tout cas pour merci Jean-Marie d'avoir préparé cette émission, parce que il sait tout faire. Mais lui, il raconte pas n'importe quoi au policier. C'est un conducteur de très mauvaise foi, par contre, mais jamais avec la police. Avec nous? Non, même pas. Non. On l'aime. Merci en tout cas à notre équipe formidable. On vous retrouve demain à partir de 17h dans Les Vraies Voix. On vous souhaite une très très belle soirée. Salut, à demain. À demain.